Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, dernier chapitre sur le thème des solutions aqueuses, un chapitre qui va concerner les diagrammes potentiels pH ou diagrammes de Pourbet. Alors, quelle est l'idée de ce chapitre? Eh bien, nous avons vu qu'il existait des réactions d'oxydoréduction. Nous avons vu qu'il existait des réactions acido-basiques et qu'il existait des réactions de précipitation. Et ces réactions mettent en jeu diverses formes d'un élément chimique. Donc parfois des formes solides, parfois des formes gazeuses, parfois des formes d'ions en solution, etc. En 1938, le chimiste belge Marcel Pourbet eut l'idée de tracer un seul diagramme qui récapitulait toutes les formes possibles d'un élément et les formes stables de l'élément chimique en fonction à la fois du potentiel redox, E, du milieu, et aussi du pH. Donc ici, l'idée c'est que en fonction de E et du pH, eh bien, on va délimiter des zones qui vont nous dire quelles sont les espèces stables de l'élément chimique que l'on veut étudier. Donc, par exemple, on va dire pour le fer, il existe le fer solide, Fe2+, Fe3+, FeOH 2 fois, FeOH 3 fois. Et on a envie de savoir pour chaque valeur de E et de pH, quelle est la forme qui sera la forme adoptée par l'élément majoritairement. Donc, en gros, les diagrammes dits potentiels pH sont des diagrammes qui vont mettre en jeu des domaines de prédominance pour des espèces en solution, des domaines de stabilité pour les gaz de formation, et des domaines d'existence pour les solides. Et donc, l'intérêt, c'est que par superposition, par exemple, on a, je ne sais pas, le diagramme du fer et le diagramme du zinc, on colle les deux diagrammes l'un sur l'autre, et on peut anticiper instantanément si les deux formes de l'élément qu'on a mis en présence sont compatibles l'une avec l'autre, ou s'il va y avoir une réaction. L'idée étant bien sûr que si deux formes de deux éléments différents ont des domaines communs, on ne va pas observer de réaction quantitative. S'il n'y a pas de domaine commun de stabilité, il risque d'y avoir une réaction quantitative entre les deux espèces mises en présence. Alors, pour tracer ces diagrammes, on a évidemment besoin de conventions de tracé. Alors les conventions de tracé, ça va être très simple. On va fixer la concentration atomique en éléments du système que l'on étudie. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, si on étudie, je ne sais rien, qu'est-ce qu'on va dire, comme élément le fer, allez, ça veut dire que dans le milieu, ici, on aura, par exemple, si on travaille avec une concentration de tracé à 10-2, 10-2 mol par litre de fer. Ensuite, cette concentration, elle va se répartir, entre guillemets, comme elle peut, entre les différentes formes possibles du fer. Donc, par exemple, on peut imaginer que si on a Fe2+, et Fe3+, qui cohabitent, en sommant les concentrations de Fe2+, et Fe3+, on aura 10-2 mol par litre. Donc ici, ensuite, eh bien, on va devoir tracer des frontières entre des domaines. Donc en fonction des espèces mises en jeu, eh bien, les frontières vont suivre des conventions différentes. Alors si on a des frontières entre domaines de prédominance, eh bien, on va avoir la même concentration en éléments pour les deux espèces situées des deux côtés de la frontière des domaines. Si on a une frontière de domaine d'existence d'un solide, à ce moment-là, la concentration en éléments de la solution est égale à la concentration de tracé. En gros, il existe un seul grain de solide, donc tout l'élément est sous forme d'espèce en solution. Alors ici, on peut réfléchir à une frontière assez simple. Si on travaille sur la frontière entre Fe2+, et Fe solide, et qu'on a uniquement ces deux espèces qui sont présentes dans le milieu, eh bien, si on a un seul grain de Fe solide, ça veut dire qu'on a la concentration de tracé en Fe2+. Dans le cas où on parle de gaz, à ce moment-là, on va avoir la concentration en éléments de la solution qui est égale à la concentration de tracé, si on parle de domaine de stabilité, et la pression partielle du gaz, qui vaudra la pression de tracé, donc souvent égale à 1 bar. Alors,
Pour prendre en main toutes ces conventions, on va faire ce qu'il y a de plus simple à faire dans ces cas-là, traiter des exemples. Alors premier exemple, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans le chapitre sur l'oxydéréduction, et vous allez voir que tout ce qu'on va faire au cours de ce chapitre ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans les chapitres d'avant. Si je devais résumer, je dirais que le chapitre sur les diagrammes potentiels pH, c'est un chapitre de révision des 3 chapitres précédents sur les solutions aqueuses, et dans les sujets de concours, ces diagrammes présentent un avantage, c'est qu'ils vont vous tester à la fois sur les acides bases, l'oxydoréduction et les précipitations. Donc c'est une sorte de chapitre tout en un qui permet aux rédacteurs de sujets de concours de créer, entre guillemets, facilement des exercices qui vous testent sur un spectre très large de questions. Alors, premier exemple, frontière entre les domaines de prédominance de Fe3+, et Fe2+. Alors ça, c'est une question que vous savez déjà traiter. Donc première chose que l'on commence par faire, on écrit les demi-équations. Fe3+, plus un électron, qui donne Fe2+. Donc demi-équation électronique. Une fois que la demi-équation électronique est écrite, on écrit la formule de Nernst. Alors ici, la formule de Nernst nous apporte la valeur du potentiel. Alors qu'est-ce qu'on sait sur la formule de Nernst? On sait que E de Fe3+, Fe2+, c'est le potentiel standard du couple plus. Alors ici, si on se place à 298 Kelvin, 0,06 sur n, avec n égale 1, ici le nombre d'électrons échangés, log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur, donc log de Fe3+, sur C0, sur Fe2+, sur C0, on simplifie par C0. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur la convention à la frontière? À la frontière des domaines de prédominance, eh bien, on sait que la concentration en Fe3+, à la frontière, donc qui correspond à la concentration en fer associée à Fe3+, s'il y a 1 mol par litre de Fe3+, il y a 1 mol par litre de fer associé à Fe3+, vaut la concentration en élément fer associé à Fe2+. Encore une fois, le coefficient stoichiométrique est de 1 ici. Donc finalement, à la frontière des domaines de prédominance, je vais avoir la concentration effective en Fe3+, qui vaut la concentration effective en Fe2+, qui vaut la concentration de tracé du diagramme, que l'on divise par 2. Donc, dans la formule de Nernst précédente, il va me rester à remplacer Fe3+, la concentration en Fe3+ effective et la concentration en Fe2+ effective, par C tracé sur 2. Donc ici, il y a directement simplification du calcul, et j'obtiens que le potentiel frontière entre Fe3+ et Fe2+ vaut le potentiel standard du couple Fe3+, Fe2+. Et donc, si jamais... Alors là, on peut noter directement le résultat. Hein. Ouais, c'est une application numérique entre guillemets. Le potentiel frontière est donc à 0,77 volts. Alors, une chose que je peux noter ici, c'est que cette frontière, sur un diagramme potentiel pH, donc censé représenter E en fonction du pH, sera une frontière horizontale. En effet, le potentiel frontière est indépendant du pH. Alors, au passage, ce que je peux noter, c'est qu'au-dessus de cette frontière, je vais avoir Fe3+. En effet, ce que je vois, c'est que le potentiel augmente
quand la concentration en Fe3+ augmente. Donc j'aurai le diagramme, enfin le domaine de prédominance de Fe3+ au-dessus de la frontière, le domaine de prédominance de Fe2+ sous la frontière. Alors, maintenant je m'attaque à un autre couple, le couple MnO4- Mn2+. Donc là, vous allez voir que la logique va être quasiment la même. Donc je commence par écrire la demi-équation électronique. Alors là, c'est un grand classique, hein, MnO4- Mn2+. Donc, ici, j'équilibre avec H2O. J'équilibre avec H+. Et j'équilibre avec les électrons. Donc ici, j'ai 6 charges plus, 2 charges plus. Donc 7 charges plus, pardon, 2 charges plus. Donc j'ai 5 électrons. Donc c'est logique, la donnée des 5 électrons ici est logique avec le fait que j'ai un nombre d'oxydation à +2 ici, pour le manganèse, alors qu'ici j'ai un nombre d'oxydation qui vaudra +8, -1, +7. Donc là, le nombre d'électrons échangés vaut bien la variation du nombre d'oxydation de l'élément manganèse. Alors, la formule de Nernst, ici, va me donner que E MnO4- Mn2+, vaut E0 MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5, je me place toujours à 298 Kelvin, log de l'activité de l'oxydant, MnO4- H+, puissance 8, sur Mn2+, si on a envie, c'est 0 puissance 8. Alors, au final, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, je peux noter que je vais avoir une dépendance du potentiel avec le pH. En effet, cette expression, je peux la réécrire sous la forme E0 MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5 log MnO4- sur Mn2+, et là, moins 0,06 sur 5 fois 8 fois pH. En rappelant que pH vaut moins log de H+, ou H3O+, dans l'eau c'est la même chose, hein, sur C0. Donc ici, je vais avoir une frontière qui va dépendre du pH. Donc à la frontière des domaines de prédominance des deux espèces, alors une fois encore, je parle de domaine de prédominance car les deux espèces sont des ions en solution. Et donc je vais avoir la concentration en manganèse associée à mes MnO4- à la frontière, qui vaudra la concentration en élément manganèse associée à Mn2+. Le coefficient étant de 1 dans les deux espèces, encore une fois, je retrouve cette convention sur la frontière. Donc ici, j'ai chaque concentration qui vaut C tracé sur 2. Et là, ce que je vais constater, c'est que le potentiel frontière entre MnO4- et Mn2+, va dépendre du pH. Il vaudra E0 de MnO4- Mn2+, plus 0,06 sur 5 log de MnO4- sur Mn2+, à la frontière, qui vaudra 1, moins 8 fois 0,06 sur 5, donc moins ici 0,096.
0,96 fois le pH. Donc ici, je vois que j'ai quelque chose d'assez spécifique. J'ai une frontière en potentiel dont la position va dépendre du pH. Alors qu'est-ce que ça va me donner ici? Si je trace E en volts, alors là attention, hein, ce coefficient-là est en volts par unité de pH, autrement dit en volts. Si je trace E en fonction du pH, eh bien je vais avoir un coefficient directeur négatif. Le potentiel va partir de E0 de MnO4- Mn2+, alors ce E0 MnO4- Mn2+ vaut 1,51 volts, et je vais ensuite avoir un coefficient directeur négatif à moins 0,096 volts par unité de pH. Donc là, je vais avoir une frontière qui n'est plus horizontale comme dans le cas précédent, mais une frontière qui est oblique, qui va faire apparaître justement un coefficient directeur devant le pH. Ce coefficient directeur, alors qu'est-ce qu'il va valoir? Eh bien, si on regarde attentivement la structure du calcul mené ici, on voit qu'il va valoir moins 0,096, ce qui vaut moins 8 fois 0,06 sur 5. Alors, on va mettre en lumière d'où viennent les différents coefficients. Le 5 vient du nombre d'électrons échangés. Le 0,06 vient de la formule de Nernst, classique, à 298 Kelvin. Le 8 vient du coefficient stoichiométrique sur H. Et donc l'application numérique ici, pour la frontière, fait apparaître que le potentiel frontière entre MnO4- et Mn2+, vaut 1,51 volts moins 0,096 fois le pH. Donc là, j'ai deux équations de frontière. Et ici, on peut éventuellement préciser que l'unité utilisée ici est le volt. Alors, on a dit au début que les diagrammes fonctionnaient par superposition. Alors ça, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier que si je veux savoir si MnO4- et Fe2+ peuvent exister simultanément, il va falloir que je superpose les deux diagrammes potentiels pH. Le diagramme potentiel pH du fer et le diagramme potentiel pH du manganèse. Alors, hop, pH. Alors, pour le diagramme potentiel pH du fer, je sais depuis la question précédente que j'ai une frontière à 0,77 volts. On précise ici, E est en volts. Et au-dessus, j'ai Fe3+, en dessous, j'ai Fe2+. Alors ici, j'ai une frontière qui est mobile, et son équation est 1,51 moins 0,96 fois le pH en volts. Au-dessus de la frontière, j'ai MnO4-. En dessous de la frontière, j'ai Mn2+. Donc je reviens au diagramme suivant. Donc en partant de 0,77 volts, j'ai une frontière horizontale qui fait apparaître Fe3+ au-dessus, Fe2+ en dessous. En partant de 1,51 volts, j'ai une frontière oblique qui fait apparaître MnO4- au-dessus, Mn2+, je vais le mettre là, en dessous. Donc là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que MnO4- et Fe2+ ne sont pas compatibles quel que soit le pH. En effet, on voit que les domaines de prédominance de MnO4- et Fe2+ sont disjoints tant que je n'ai pas atteint le point d'intersection entre les deux frontières. Tant que je n'ai pas atteint cette valeur de pH là.
Donc ici, ce que je peux dire, c'est que tant que le pH est inférieur au pH d'intersection entre les frontières, MnO4- et Fe2+, ne sont pas compatibles. Donc on va avoir une réaction quantitative qui va former les deux espèces compatibles, Fe3+, qui a un domaine commun avec Mn2+. Mn2+, et Fe3+. Quand pH dépasse le pH d'intersection, on inverse les rôles. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Fe3+, ne peut plus cohabiter de manière stable avec Mn2+, qui se trouve toujours sous la frontière. Donc là, lorsque pH est supérieur au pH d'intersection, ça devient Fe3+ et Mn2+, qui ne sont plus compatibles, et qui donc vont réagir pour former MnO4- et Fe2+. Donc ici, on pourrait essayer de trouver le pH qui nous donnerait une possible cohabitation de MnO4- avec Fe2+. Donc ici, le pH d'intersection entre les deux frontières. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait? Si on cherche l'intersection entre les deux frontières, on va avoir E0 Fe3+, Fe2+, qui est le pH, enfin qui est le potentiel frontière entre Fe3+ et Fe2+, qui doit valoir E0 MnO4-, Mn2+, moins 0,096 fois le pH d'intersection. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le potentiel frontière entre Fe3+ et Fe2+ vaut le potentiel frontière entre MnO4- et Mn2+. Donc ici, j'obtiens un pH d'intersection entre les deux qui va valoir 7,7. Donc ça veut dire que tant que le pH est inférieur à 7,7, MnO4- et Fe2+ ne sont pas des espèces compatibles. Les domaines sont disjoints. Elles deviennent compatibles à partir du pH d'intersection, et donc leur domaine commun de stabilité est situé entre les deux frontières ici. Donc vous voyez un petit peu l'idée ici. Donc j'ai tracé un diagramme représentant E en fonction du pH pour définir la frontière Fe3+, Fe2+, la frontière entre MnO4- et Mn2+. Pour savoir si les espèces sont compatibles, je regarde s'il existe des domaines communs de stabilité ou pas. S'il y a existence d'un domaine commun de stabilité, je m'attends à une réaction très peu avancée entre les espèces. S'il n'y a pas de domaine commun de stabilité, je m'attends à une réaction quantitative entre les espèces. Alors, on va s'entraîner à calculer les frontières les expressions des frontières sur quelques exemples encore, avant de passer au tracé de diagramme potentiel pH complet. Alors, ici, la frontière suivante qu'on va se proposer de tracer, pour l'instant, on s'est concentré sur des espèces en solution, avec dépendance ou non du potentiel frontière en fonction du pH. On va voir qu'on peut aussi mettre en jeu des gaz. Donc, mettre en jeu des gaz, eh bien, ça signifie qu'on va, par exemple, travailler avec Cl2 gazeux, qui va donner, accompagné de 2 électrons, 2 Cl-,
comme ceci. Donc, l'application de la formule de Nernst, ici, va me dire que ECl2Cl- vaut E0Cl2Cl- plus 0,06 sur 2, donc 0,03, log de l'activité de l'oxydant sur l'activité du réducteur, donc PCl2 sur P0, divisé par Cl- au carré, activité, hop, donc ici l'activité du réducteur, et ici je pourrais mettre C0 au carré, hop, comme ceci. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'à la frontière des domaines de stabilité, je vais avoir PCl2 qui vaudra P tracé, et je vais avoir Cl-, alors à chaque fois ce sera à la frontière, hein, à la frontière, qui vaudra la concentration de tracé dans la solution. Donc là, je considère que dans la solution, tout le chlore est sous forme de Cl-, et donc la pression en Cl2 est égale à la pression de tracé. Alors là, on réfléchit un petit peu à ce que ça veut dire. Si la pression en Cl2 est supérieure à la pression de tracé, ça veut dire que j'ai évacué du chlore de la solution. Et j'ai un potentiel qui va être supérieur au potentiel de la frontière. Le potentiel va augmenter. Donc, si la pression est supérieure à la pression de tracé pour Cl2, ça veut dire que je suis en train de favoriser la formation de Cl2, je suis dans le domaine de stabilité de Cl2. Si à l'inverse, le potentiel baisse, ça veut dire que le dénominateur de cette expression est en train d'augmenter. Donc ça veut dire que Cl-, la concentration effective de la solution, deviendrait supérieure à la concentration de tracé. Donc là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien simplement, je serais en train de favoriser la formation de Cl-. Alors ici, donc les deux conventions de tracé sont les suivantes. J'injecte les expressions de la pression dans la formule de Nernst pour obtenir l'expression du potentiel à la frontière. Donc ici, je vais avoir E frontière Cl2Cl- qui vaut E0 Cl2Cl- plus 0,03 log de PCl2, donc qui vaudra P tracé sur P0. Alors P tracé vaut déjà P0, hein, donc là le coefficient, enfin le rapport vaut 1, sur C0 carré sur C tracé au carré. Alors vous voyez, quand on a affaire à des gaz, ici c'est relativement simple de travailler. On applique, on va dire bêtement, les conventions de tracé qui sont données dans l'énoncé. Alors accessoirement, les questions qu'on peut trouver souvent dans les sujets de concours, c'est on connaît l'expression du potentiel à la frontière et on remonte soit à la concentration de tracé, soit à la pression de tracé. Évidemment, les formules marchent dans les deux sens. Donc ici, finalement, il va nous rester à faire l'application numérique. Et donc l'application numérique va nous dire que le potentiel frontière entre Cl2 et Cl-, alors là je peux avoir une simplification, hein, comme je vous ai dit, ce rapport-là vaut 1, et donc je vais avoir le potentiel standard moins 0,06 log, enfin moins 0,03 log de C0 carré sur C tracé au carré, donc moins 0,06 log C tracé sur C0. Donc je vais obtenir au final 1,48 volts en potentiel frontière. Donc une chose très importante, évidemment, le potentiel frontière va dépendre de la concentration de tracé. Donc si la concentration de tracé augmente, le potentiel frontière diminue. Ici, je constate une chose, j'ai un potentiel frontière qui est indépendant du pH, donc j'ai une frontière qui va être horizontale. Alors, dernier exemple, pour apprendre à bien manier les conventions de frontière dans le cas où la stoichiométrie de l'élément
n'est pas la même dans les deux espèces. Vous voyez, ici j'ai I3-, ici j'ai I-. Donc ici j'ai 3 éléments iode. Contre un seul élément iode ici. Alors ça, qu'est-ce que ça va signifier? Ça va signifier donc que au moment où j'écrirai les conventions de frontières, il faudra que je me méfie. Donc I3-, qui donne I-. Donc ici, je vais mettre un coefficient 3 directement. 3i-, donc je vais avoir 2 électrons ici. Donc l'écriture de la demi-équation ici est relativement simple. La formule de Nernst, donc je vais avoir EI3-, I-, qui vaudra E0 du couple, plus 0,06 sur 2, 0,03, log de AOX, donc I3-, sur ARED, I-, que j'élève à la puissance 3 à cause du coefficient stoichiométrique qui est ici. Donc là, si je veux m'assurer du bon adimensionnement de l'expression, je rajoute ces 0 carrés ici. Donc il vaut 1 mol par litre. Alors maintenant, je vais travailler à la frontière. Et je vais dire qu'à la frontière des domaines de prédominance, les concentrations en éléments iode sont identiques. Donc sont égales. Alors, là, je vais bien réfléchir à ce que ça veut dire. Alors, je sais que dans I-, j'ai un seul élément iode. Donc I- à la frontière vaudra la concentration de tracé en iode que je divise par 2. Là, pas d'ambiguïté. Par contre, I3- à la frontière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, I3- à la frontière, je sais que ça correspond à une concentration effective qui est égale à 1/3 de la concentration en éléments iode. Pourquoi? J'ai 3 éléments iode dans I3-. Donc ici, je peux faire un raisonnement très simple, très rapide. Si j'ai 1 mol par litre de I3-, je vais avoir 3 mols par litre de l'élément iode. Donc ici, I3- à la frontière, il faut que je le multiplie par 3 pour avoir la concentration en éléments iode à la frontière. Donc ici, je vais avoir 3 fois la concentration en I3- à la frontière, qui vaudra C tracé sur 2. Donc finalement, ce que je vais avoir ici, c'est une sorte de système. Alors, je vais dire que I- à la frontière vaut 3 I3- à la frontière. Ça, c'est la convention de frontière. Et je vais avoir après la somme des deux concentrations qui vaudra, associée à l'élément iode, qui donnera C tracé. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je vais finir par avoir que I- à la frontière vaut C tracé sur 2, tandis que I3- à la frontière vaut C tracé sur 6. Si j'ai un doute sur la fiabilité du calcul, qu'est-ce que je fais? Je recalcule la concentration de tracé et je constate que C tracé, ça vaudra au niveau de la frontière, I- à la frontière, plus 3 I3- à la frontière.
Donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai la moitié de la concentration en iode du milieu qui est associée à I-, l'autre moitié qui est associée à I3-. Donc finalement, je vais devoir injecter dans la formule de Nernst qui est ici, des concentrations de tracés à diverses puissances, divisées par des coefficients qui vont varier en fonction du nombre qui est ici. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, ça va me donner le potentiel à la frontière, entre I3- et I-, qui vaudra le potentiel standard du couple I3- I-, plus 0,03 log de. Alors, maintenant je réinjecte ici. I3- à la frontière, donc c'est tracé sur 6. Fois c'est 0 carré. Sur I- à la puissance 3 à la frontière. Donc c'est tracé puissance 3 sur 2 que j'élève aussi à la puissance 3. Donc qui va remonter au numérateur. Donc 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Hop, comme ceci. Donc je simplifie un petit peu le tout. Je vais obtenir que le potentiel frontière I3- I- vaut le potentiel standard de I3- I- plus 0,03 log. J'aurais dû prévoir un peu plus de place. Hop, je vais faire une sorte de mini retour à la ligne. Plus 0,03 log de C0 carré fois 4 sur 3 C tracé carré. Donc voilà pour l'expression finale du potentiel à la frontière. Et donc là, encore une fois, je vois que la frontière va avoir une position qui dépend de la concentration de tracé, et la dépendance va être assez subtile, dans le sens où il faut prendre en compte le fait que c'est les concentrations en éléments iode qui sont égales. Donc, ce qui peut donner ici la petite subtilité qu'on a décrite précédemment. Alors, en application numérique, j'obtiens un potentiel frontière entre I3- et I-, qui va me donner 0,54 volts le potentiel standard, plus 0,03 log de 4 sur 3 fois C tracé au carré, 0,02 au carré. Donc ici, je vais obtenir 0,65 volts. Donc encore une fois, une frontière horizontale. Alors, on remarque une chose, c'est finalement, tant que H+ n'apparaît pas dans les demi-équations redox, les frontières seront horizontales. Dès que H+ apparaît dans les demi-équations redox, les frontières vont être obliques, vont admettre un coefficient directeur. Et là, vous allez me dire, et les frontières verticales, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, les frontières verticales, c'est des frontières définies pour un pH donné. Autrement dit, ça n'est pas des frontières associées à des réactions d'oxydoréduction. C'est ce qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, là, on a fini donc de traiter des exemples. Donc, les exemples types, vous allez avoir la frontière entre domaine de prédominance d'espèces en solution. Tant que la stoichiométrie est à 1 des deux côtés pour l'élément, c'est simple. Si la stoichiométrie varie et différente de 1, on voit que ça se complexifie un peu. Des frontières entre éléments en solution et gaz, ou des frontières entre éléments en solution et solides. Évidemment, dans le cas d'un solide, on va se placer à la frontière du domaine d'existence, c'est-à-dire qu'il n'y aura existence que d'un grain du solide, ce qui veut dire que toute la concentration de tracé sera reportée sur la forme de l'élément qui est en solution. Alors, on va se proposer ensuite de tracer un diagramme potentiel pH un petit peu particulier et extrêmement utile pour toute la suite, le diagramme potentiel pH de l'eau. Alors, quel est l'intérêt ici? On travaille depuis le début sur de la chimie des solutions aqueuses, ce qui signifie que le solvant, l'espèce qu'on va rencontrer partout dans les milieux qu'on sera en train d'étudier, c'est l'eau. Donc, il est bon de savoir si l'eau peut cohabiter avec une forme donnée d'un élément. Donc très souvent, quand on travaille en superposition et qu'on travaille dans des solutions aqueuses,
on fera en sorte de superposer le diagramme de l'eau au diagramme des éléments qui nous intéressent. Donc c'est ce qu'on va se proposer de faire maintenant. Tracer le diagramme potentiel pH de l'eau. Alors, pour tracer un diagramme potentiel pH, il faut faire la liste de toutes les espèces qui peuvent intervenir. Pour l'eau, c'est entre guillemets relativement simple. L'eau intervient dans deux couples redox, le couple O2H2O et le couple H2O-H2. Donc ce qu'on va faire, on va se proposer d'établir les équations des frontières avec une pression de tracé de 1 bar pour les deux gaz, donc pour H2 et pour O2. Alors la première frontière entre O2 et H2O, eh bien ici on va l'établir en commençant par évidemment écrire les demi-équations redox. Donc ici qu'est-ce qu'on voit? On voit que si on veut équilibrer O2, il nous faut 2 H2O, donc il va nous falloir 4H+, et 4 électrons. On vérifie la cohérence de tout ceci. On sait que le nombre d'oxydation de l'oxygène est à 0 ici, le nombre d'oxydation de l'oxygène est à -2 ici. On a 2 éléments oxygène, donc on a besoin de 2 fois 2 électrons échangés. Tout va bien. Alors, derrière on écrit la formule de Nernst, donc ici relative au couple O2H2O. Alors vous voyez que ce couple-là, il est relatif à l'élément oxygène. Donc au fait, quand on dit le diagramme potentiel pH de l'eau, on va se référer une fois à l'élément oxygène et une fois à l'élément, je vous le donne en 1000 ici, hydrogène. C'est-à-dire, à chaque fois, on se réfère à un des éléments constituant la molécule d'eau. Donc ici, le potentiel redox du couple O2H2O, il vaut le potentiel standard du couple O2H2O, plus 0,06 sur 4, log de A de l'oxydant. Donc ici, PO2 H plus puissance 4 sur P0 activité de H2O au carré, 1, fois éventuellement C0 puissance 4. Ok. À la frontière, et ici c'est une frontière donc, du domaine de stabilité de O2, autrement dit du domaine qui va favoriser la formation de O2. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien je vais avoir que E frontière vaut le potentiel standard du couple Alors, ensuite, je sais que PO2 à la frontière vaut P0, 1 bar. Donc ce rapport-là va se simplifier. Ensuite, qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester plus 0,06 sur 4, log de H plus puissance 4 sur C0 puissance 4. On réfléchit 2 secondes, on sort le puissance 4, il nous reste un plus 0,06 log de H plus sur C0, ce qui nous fait moins 0,06 fois le pH, directement. Donc ici, vous voyez la pente, ce sera bien moins 0,06 fois 4 sur 4. Alors, le 4 du numérateur, on rappelle ce que c'est. On rappelle que le 4 du numérateur, c'est le 4 lié à la présence de H+, ici. Le 4 du dénominateur, c'est le 4 lié au nombre d'électrons échangés. Donc là, on trouve instantanément la pente, et donc qui s'exprime en volts par unité de pH. Bon, l'unité, ça pourrait être volt tout court, on précise volt par unité de pH pour des raisons de présentation. Comme un petit peu sur les diagrammes de Bode, quand on précise par décade, si vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'association à une unité donnée, mais c'est pour clarifier le sens physique de la grandeur qui nous intéresse. Donc là, on a trouvé la première frontière. Donc le potentiel frontière entre O2 et H2O, qui vaut E0 O2 H2O moins 0,06 pH. Ok. On va maintenant se proposer de trouver la seconde frontière, qui sera la frontière entre le domaine de stabilité de H2 et le domaine de stabilité de H2O.
Alors, ici, hop, on écrit H2O, H2. Alors, si on se rappelle de ce qu'on a vu sur le chapitre concernant l'oxydoréduction, on se rappelle que H2O, H2, il y a une petite subtilité. Au fait, on n'a pas forcément besoin de faire intervenir H2O. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Pour équilibrer O, je vais rajouter H2O. Pour équilibrer H, je vais rajouter 2H+, et je vais rajouter 2 électrons pour équilibrer les charges. Je simplifie. Et là, je me dis, c'est tout de même curieux, on est en train de parler des couples de l'eau, et je viens d'éliminer H2O de l'équation. Eh bien oui, ceci vient du fait que H+, H+ a que, au fait, c'est simplement H3O+. Et dans H3O+, on a directement caché H2O. Donc ici, au fait, le couple H2O, H2, c'est le même que le couple H+, H2. La formule de Nernst va être très simple à écrire. Donc on sait que E, H2O, H2, c'est E de H+, H2. Alors ce serait E0H plus H2 qui vaut 0 volts. On rappelle que c'est le potentiel de l'électrode standard à hydrogène qui est l'électrode de référence pour définir tous les autres potentiels redox de tous les couples. Et donc il va nous rester derrière plus 0,06 sur 2, le nombre d'électrons échangés, fois log de l'activité de l'oxydant H plus au carré sur C0 carré, sur l'activité du réducteur pH2 sur P0 qui remonte au numérateur. Et donc à la frontière, ici on précise toujours du domaine de stabilité, donc ici de H2, je vais avoir la pression en H2 à la frontière qui vaudra P0. Et donc je vais finir par obtenir un potentiel frontière, EFR, entre H2 et H2O, entre H2O et H2, pardon. Hop, on fait toujours cet ordre-là, qui vaudra, alors ici on regarde attentivement, P0 sur PH2, ça se simplifie à la frontière, H plus carré sur C0 carré, bien, en sortant le 2, il va rester H plus sur C0, log de H plus sur C0, ça fait moins pH. Donc il va venir moins 0,06 pH. Donc encore une fois, je vais avoir une frontière ici qui va être une frontière oblique. Et si je vais un petit peu plus loin, je constate que cette frontière est oblique, et que les deux frontières ont la même pente. Et donc les deux frontières sont parallèles entre elles. Alors, à chaque fois, donc j'ai une pente de moins 0,06 volts par unité de pH. Est-ce que j'ai dit tout ce qu'il fallait? Oui. Ok, donc maintenant on peut passer au tracé du diagramme potentiel pH. Alors ici, qu'est-ce que je sais? Si je dois placer les différentes espèces, je sais que j'ai une frontière qui part de la valeur 1,23 et qui descend de 0,06 volts par unité de pH. Je sais qu'au-dessus de cette frontière, il faudrait que j'arrête les allers-retours, au-dessus de cette frontière, je vais avoir O2 qui est présent, en dessous H2O. Et donc là, le travail sur la première frontière va m'amener à l'idée que je vais O2 au-dessus de la frontière, H2O en dessous. La seconde frontière, je vais avoir H2O au-dessus, H2 en dessous, en suivant le même raisonnement. C'est-à-dire que là, vous voyez, pour la première frontière, si la pression en O2 augmente, le potentiel augmente. Sur la seconde frontière, si la pression en H2 augmente, le potentiel diminue. Donc je vais avoir dans l'ordre d'apparition des espèces, O2 gazeux au-dessus de la frontière supérieure qui commence à 1,23 volts,
donc là avec E en volts. Je vais avoir H2O à la fois sous la frontière O2, H2O, et au-dessus de la frontière H2O, H2, donc qui démarre à 0 volts ici. Et je vais avoir, pour ces deux frontières, le même coefficient directeur, à moins 0,06 volts par unité de pH. Donc, qu'est-ce que je peux dire ici? Eh bien, je peux dire que le domaine de stabilité de l'eau est situé entre ces deux frontières. Au-dessus, j'ai un domaine de formation du dioxygène, en dessous, un domaine de formation du dihydrogène. Donc là, on remarque une chose, très simplement. On remarque que le dihydrogène et le dioxygène n'ont pas de domaine de stabilité commun. Alors ça, qu'est-ce que ça devrait signifier? Eh bien, on commence à le savoir, quand des espèces sont incompatibles, elles ont tendance à réagir l'une avec l'autre. Pour autant, est-ce qu'on peut dire que dans l'air, le dioxygène qui croise du dihydrogène va instantanément former de l'eau? Évidemment non. Pour autant, il devrait réagir quantitativement pour donner l'eau. Donc là, si on écrivait la réaction qui aurait lieu, en gros, on écrirait que O2 gazeux, donc plus 4H+, plus 4 électrons, donne 2H2O. On écrirait que H2 gazeux donne 2H+, plus 2 électrons. Et donc ici, en combinant les deux demi-équations, on finirait par écrire une équation bilan de la forme O2 gazeux plus 2H2 gazeux qui donne, qui donne ici bien simplement 2H2O. Et cette réaction, on s'attend à ce qu'elle soit quantitative. C'est-à-dire qu'elle est une constante d'équilibre très grande devant 1. Alors, c'est effectivement le cas. Mais, il y a une donnée qui n'est pas présente sur les diagrammes potentiels pH. On a dit qu'on essayait d'anticiper si les éléments étaient stables les uns par rapport aux autres, si les espèces étaient stables les unes par rapport aux autres. Mais, on n'a aucune donnée sur les vitesses de réaction. C'est-à-dire qu'aussi bien O2 et H2 sont forcés de réagir l'un avec l'autre, avec une constante d'équilibre très très grande devant 1, mais cette réaction prend un temps tellement long en l'absence de catalyseur qu'elle est bloquée cinétiquement. C'est-à-dire que finalement, la réaction a beau être très favorisée thermodynamiquement, c'est-à-dire d'un point de vue de la stabilité des espèces, la vitesse de réaction est tellement faible qu'on peut considérer en première approche que cette réaction n'a pas lieu. Et donc c'est le cas ici. On a une réaction qui est favorable thermodynamiquement, donc en termes de stabilité, favorable thermodynamiquement. Mais une réaction, donc là on aura un cas très grande voie, mais une réaction bloquée cinétiquement. C'est-à-dire qu'en gros la vitesse est quasiment nulle. Donc il faudrait dans ce cas-là un catalyseur pour que cette réaction ait lieu. Et alors là, je peux vous assurer que ça n'est plus tout à fait la même histoire. Pensez à ce qui se passe quand vous avez fait au lycée des manipulations d'électrolyse de l'eau. Vous avez dégagé au niveau d'une électrode O2, au niveau de l'autre électrode H2. Vous avez mélangé les deux, il ne se passait pas grand-chose. Vous avez approché une flamme, vous avez entendu, ou peut-être même que c'est l'enseignant qui l'a fait, vous entendez un bruit assez fort, un aboiement caractéristique.
Eh bien ici, l'idée, c'est que si on approche une source de chaleur ou qu'on approche un catalyseur, par exemple du platine finement divisé, cette réaction qui a une énergie d'activation très élevée, vous vous rappelez du cours de cinétique là-dessus, donc cette réaction qui a une énergie d'activation très élevée a un chemin annexe disponible avec une énergie d'activation beaucoup plus basse, ce qui permet d'augmenter fortement la vitesse et de casser ce blocage cinétique. Casser ce blocage cinétique sans changer le fait que la constante d'équilibre est très grande devant. Et donc là, on a affaire à une réaction exothermique qui dégage énormément d'énergie, et donc une réaction dangereuse. Donc attention à une chose sur les diagrammes potentiels pH, si les informations de type thermodynamique, stabilité des espèces apparaissent, il n'y a strictement aucune information sur les vitesses de réaction. Pour avoir une information, un panel complet sur une réaction donnée, il faut donc combiner ces diagrammes potentiels pH avec des courbes dites intensité potentielle que vous verrez en deuxième année, qui vont vous permettre de conclure sur la cinétique d'une réaction chimique. Je vais vous dire de ne pas hésiter à poser vos questions en commentaire, et je vous annonce la suite au prochain épisode.